écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Théophile Dandakou. Mesdames et messieurs, nous sommes ensemble pour ce journal. D'abord les titres. Il quitte l'Afrique et le Togo. Le groupe Bolloré Africa Logistics cède ses affaires au groupe Italo-Suisse MSC. Le coût de l'opération est d'environ 3 734 millions de francs CFA. Des tables bancs et bâtiments scolaires remis hier aux populations de Blainvier-Toumalé, c'est dans le Zio. Il s'agit de mieux équiper cette école. Revoir la durée de la transition selon l'évolution de la situation sécuritaire du pays et lutter contre le terrorisme. C'est la promesse du chef de l'État burkinabé et c'était hier face à son peuple. Invité du journal, Nelson Akinsola Akibore, il est directeur de la prévision à l'Agence nationale de la protection civile. Il détaille le contenu de la stratégie de réduction des risques de catastrophe. 2 documents validés cette semaine. Le deuxième invité est Deo Anifrani, il est médecin cardiologue. L'entretien porte sur un premier congrès de cette catégorie professionnelle. Les sports, le Sénégal et les Pays-Bas jouent le match d'ouverture du mondial Qatar 2022. Des réactions suite au tirage au sort des équipes à suivre dans ce journal. Et puis les échos du palais et la revue de presse complètent cette édition. L'association Redonnons Espoir et ses partenaires ont offert un bâtiment scolaire au village Blainvier-Toumalé dans le Zio. C'est un bâtiment à 3 classes et directions qui ont été inaugurées hier. Yao Kamake. Un bâtiment flambant neuf de 3 salles de classe, une direction, un magasin et 90 tables bancs. Voilà en tout l'ensemble d'ouvrages scolaires offerts à la population de Blainvier-Toumalé. Pour le donateur, le geste vise à assister les communautés des zones défavorisées et mettre les élèves dans de bonnes conditions d'études. Agboton Gilles Serge, chargé de projet de l'association Redonnons Espoir. C'est de permettre aux enfants d'avoir une bonne éducation dans de bonnes conditions. C'est important. Travailler dans ces conditions, c'est impossible. Donc aujourd'hui, on doit capitaliser sur les enfants. On doit penser à eux et leur offrir le maximum de chances avec des bâtiments en dur pour leur permettre de devenir des hommes du Togo de demain. Aujourd'hui, on est à la fin des travaux. On a mis 6 mois pour le faire. C'est quand même extraordinaire. 6 mois pour réaliser cela. C'est la première école en dur à 50 km à la ronde avec de l'électricité, un forage, des latrines. Ça n'existe pas. On va équiper la bibliothèque. Après ça, on va demander l'aide au gouvernement de nous aider pour la construction de la cantine parce qu'ensemble, on est fort. Appréciant à sa juste valeur le don, le directeur de l'EPP Blainvier-Toumalé, Agboyibo Achou, s'est réjoui de ce que le bâtiment scolaire vient sécuriser les élèves en les mettant à l'abri de toute menace liée aux intempéries. On a démarré sous les apatames. Donc, c'est une très grande joie pour nous, pour toute la population et pour les parents. Nous sommes très joyeux d'avoir ce joyau. C'est un grand atout pour nous. Nous allons faire en sorte que les enfants se sentent bien à l'école. C'est par une promesse du travail bien fait que les élèves ont témoigné leur reconnaissance aux bienfaiteurs. Nous, élèves de cet établissement, nous vous promettons un bon résultat à la fin de chaque année scolaire. Nous vous promettons également que nous allons en faire un bon usage. Pour atteindre cet objectif, nous vous prierons de penser encore à nous dans l'avenir en nous offrant une cantine scolaire.
des équipements sportifs et une connexion au réseau électrique pour nous permettre de bien étudier et faire nos devoirs les soirs. Créé en 2003, le PP Glenvier-Toumalé compte aujourd'hui 78 élèves, dont 41 filles. À l'issue de cette inauguration du bâtiment scolaire, nombreuses ont été les réactions recueillies. Nous vous proposons un extrait de celle de Madame Gianni Kwasiwa Mawenyo. Elle est directrice régionale de l'éducation maritime représentant son ministre de tutelle à la cérémonie. Population de Toumane, qui se situe à environ une cinquantaine de kilomètres de la ville de Théviers. Eh bien, c'est un milieu rural. Il y a eu école ici parce qu'il y a des enfants de la République qui s'y trouvent. Malheureusement, nous n'avions pas encore mis tout l'équipement en place et heureusement que l'amitié faisant son effet, les amis de France Volontaire et surtout Redonnons Espoir sont arrivés pour offrir donc ce joyau-là à ces élèves qui étaient un peu soumis aux intempéries et qui faisait donc que le temps scolaire était assez souvent grignoté. Grâce à ce bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui, nous sommes sûrs que désormais le temps scolaire sera mieux géré et les intempéries ne mettront plus fin aux apprentissages de façon désordonnée. Ce qui est une très bonne chose pour nous et cela parce que ça rentre directement dans la ligne droite du gouvernement qui a décidé de faire de nos écoles des écoles dignes. Actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que sur le projet P9, nous allons construire plus de 30 000 salles de classe et nous pouvons que dire merci à nos partenaires qui accompagnent le gouvernement dans la réalisation des visions du chef de l'État pour son peuple. Son Excellence, Monsieur le ministre, n'a pas envoyé les mains vides. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de l'informatisation de nos écoles. Et vous voyez, il nous a remis pour le PP Toumalé un kit informatique composé d'un ordinateur portatif, d'une imprimante et d'une vidéoprojecteur. Et comme il y a déjà le courant ici, grâce aux installations que nos amis ont laissées, cet établissement, malgré son éloignement de la grande ville, pourra donc utiliser ce matériel pour permettre au directeur de préparer les courriers, de recevoir les courriers, de communiquer aisément avec le monde et pourquoi pas de pouvoir aussi s'informer et améliorer leur enseignement dans ce milieu. Un parcours inachevé. Le groupe Bolloré quitte l'Afrique. Il cède ses affaires au numéro 1 mondial du transport maritime, l'Italo-Suisse MSC. La cession coûte 5 milliards 700 millions d'euros, soit environ 3 000 milliards 734 millions de francs CFA. Si le rachat de Bolloré Africa Logistics se concrétise, MSC deviendra un mastodonte, une grosse et gigantesque affaire en Afrique de l'Ouest. Nathalie Kbanege. D'abord en Côte d'Ivoire, Bolloré opère le premier terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan et bientôt le deuxième en consortium. Ce deuxième terminal, qui devrait être opérationnel d'ici quelques mois, donnera au port d'Abidjan une autre dimension lui permettant de rivaliser avec ses voisins dans la région. Tema au Ghana, où Bolloré est aussi très implanté, mais surtout Lomé ou Lagos, dont Bolloré se partage le port avec les Chinois et les Italiens. C'est vraiment la fin d'une époque où il y avait aussi une rente politique compte tenu de la proximité des pouvoirs africains avec les pouvoirs français. À Lomé, en reprenant les activités de Bolloré, MSC, qui avait installé au Togo son hub continental, se retrouvera en situation de quasi-monopole sur le trafic de conteneurs. Toujours dans la région, MSC est aussi déjà implanté à San Pedro dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, porte de sortie des matières premières ivoiriennes et porte d'entrée pour certains pays de l'Hinterland. Ensuite, au-delà des ports, MSC desservira également les pays enclavés de la sous-région. La voie ferrée Abidjan-Ouagadougou via Bobo-Dioulasso transportait avant la Covid-19 200 000 passagers et 900 000 tonnes de marchandises par an. Le groupe Italo-Suisse MSC pourra aussi compter sur plusieurs ports secs, à savoir 4 au Mali et 3 au Burkina Faso. Début aujourd'hui du carême chez les musulmans, cette pratique a lieu dans un contexte de vie chère. La flambée des prix est redoutée partout sur le continent africain. 60 francs CFA d'un coup.
c'est l'augmentation hier à Abidjan du prix du litre de super sans plomb. Il passe en effet à 695 francs. C'est la conséquence de la hausse du prix du baril. En Côte d'Ivoire, c'est l'État qui fixe le prix du carburant chaque début du mois. Et cette fois-ci, il n'a pas pu retenir plus longtemps les répercussions de l'envol des cours de pétrole de 635 francs. Jeudi, le litre est passé à 695 francs CFA le lendemain. Au Burkina Faso, le chef de la junte Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est adressé hier à la nation. Dans ce deuxième discours depuis sa prestation de serment, le chef de l'État a annoncé des mesures dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Il a appelé les partenaires du Burkina Faso et la communauté internationale à soutenir le peuple burkinabé dans cette lutte contre le terrorisme. Nathalie Kwanege. La sécurité est le premier objectif de nos actions et restera notre combat de tous les jours, a martelé Paul-Henri Damiba avant d'annoncer de nouvelles mesures en termes d'équipement des forces de défense. En plus des actions militaires déjà en cours, le président de la République du Faso a annoncé des négociations avec certains groupes armés. Quant à la conduite de la transition, le chef de l'État assure que le délai de 36 mois adopté durant les assises nationales pourrait être réduit en fonction de l'amélioration de la situation sécuritaire. Il déclare « Aucune fixation ne doit être faite sur la durée retenue pour la transition parce qu'elle pourrait être révisée si la situation sécuritaire s'améliorait dans les mois à venir dans les zones à fort défi sécuritaire. » Le chef de l'État a aussi appelé les populations à quitter les zones de combat contre les groupes armés. En outre, les manifestations à caractère associatif ou politique demandant la mobilisation des forces de sécurité ou pouvant perturber l'ordre public sont désormais interdites. Au Mali, selon un communiqué du gouvernement, l'armée a tué hier 203 combattants du groupe armé terroriste. C'était lors d'une opération dans une zone sahélienne du centre du pays. Cette opération a eu lieu du 23 au 31 mars dernier dans la zone de Moura, dans le cercle de Djenné. Quelques 51 personnes ont été interpellées et d'importantes quantités d'armes et de munitions saisies. Qui sera le prochain président en France? Samedi prochain, les Français seront aux urnes pour départager 12 candidats. Parmi eux, 4 femmes et 8 hommes, dont le président sortant Emmanuel Macron. Invité de ce journal, magazine, Nelson Akinsola Akibore, il est directeur de la prévision, coopération et affaires humanitaires à l'Agence nationale de la protection civile. Nous sommes en début de saison des pluies et le ministère de la Sécurité a validé des documents relatifs à la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe. Il s'agit en clair de revisiter les systèmes mis en place pour faire face aux inondations et autres catastrophes. Akibore détaille les 2 documents validés. Monsieur Nelson Akintola Akibore, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires à l'Agence nationale de la protection civile. Alors, cette semaine, vous avez organisé un atelier. Alors, la première question pour Radio Lomé, c'est de savoir ce qui a été fait. D'abord, parce que le Togo a élaboré en 2009 sa stratégie de réduction des risques de catastrophe. Cette stratégie a été actualisée en 2013 et vous venez encore de l'actualiser à nouveau. Pourquoi cette actualisation? Merci beaucoup, cher ami Théophile. Je voudrais, à l'entame de mon intervention, pour vous dire que ce n'est secret d'ailleurs pour personne que quand il s'agit des questions de réduction des risques de catastrophe ou accroître la résilience des communautés vulnérables en particulier et en général toute la population togolaise, les autorités de ce pays ne ménagent aucun effort avec en tête le président de la République qui attache du prix. Et donc, dans ce contexte, dans cette dynamique, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, à travers l'Agence nationale de protection civile,
voudra bien, conformément à cette dynamique, afin de s'allier aux réformes en cours, à trouver bien sûr la nécessité d'actualiser différents instruments de planification, de gestion des risques de catastrophe, parmi lesquels la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe, avec pour la particularité cette année que cette stratégie s'est adjointe la stratégie de relèvement post-catastrophe. Alors, pourquoi l'actualisation de cette stratégie? Depuis 2009, que la première génération de stratégie a été élaborée, a été suivie d'une deuxième en 2013 et celle-ci la troisième. Cette actualisation avait pour objectif de faire de façon générale le diagnostic sur la gestion des risques de catastrophe et de pouvoir, à partir de ce diagnostic, dégager les interventions, les actions phares que le pays devra mener pour relever la résilience ou accroître la résilience des communautés vulnérables. Et je voudrais préciser que aussi l'élaboration ou l'actualisation de la stratégie a tenu vraiment compte des réformes en cours pour être en conformité avec les initiatives de développement, que ce soit en cours, en préparation ou en perspective pour les 5 années à venir. Et je voudrais bien ajouter que ce ne sont pas des stratégies élaborées en l'air, mais bien sûr tenant bien sûr compte de la feuille de route gouvernementale qui est en cours de mise en œuvre. L'actualisation pour cette troisième génération a été faite en 2 documents. On a parlé de la stratégie nationale et puis la stratégie de relèvement. Pourquoi 2 documents? La stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe, vous allez voir le diagnostic qui essaie de relever de façon sectorielle et multisectorielle toutes les actions que le pays a menées jusque-là, les expériences, les leçons, les atouts et les échecs. Du point de vue institutionnel, réglementaire et managérial. Et à l'issue de cette première étape du travail est assorti un cadre programmatique qui décline les actions à mener, que ce soit au niveau central, national, niveau régional, niveau local. Le second volet de la stratégie, c'est celle qui est intitulée Stratégie nationale pour le relèvement post-catastrophe. Il est beaucoup plus établi ou conçu pour dresser ici les pistes de mobilisation de ressources liées bien sûr aux actions identifiées pour la mise en œuvre, et le cadre de gestion s'en occupe, le cadre de gestion, l'arrangement institutionnel, c'est-à-dire toutes les institutions, les acteurs impliqués dans la gestion des risques de catastrophe, en apportant un peu les rôles et responsabilités. Est-ce que par rapport à ce nouveau document, il y a d'autres aspects à relever? Si, il y a la gestion quotidienne qui fait appel au montage d'autres instruments de planification, dont le plan national de contingence, l'NPC
est en train de se préparer pour renouveler également cet instrument. Lui, c'est chaque 12 mois que ce document est retravaillé en concertation avec tous les acteurs afin de prioriser les aléas probables auxquels notre pays pourrait être confronté. Ce ne sont pas des concertations fortuites, elles se basent toujours sur la connaissance des risques dans nos régions, mais aussi les travaux d'études, des investigations de recherche et autres pour cibler ou prioriser ces aléas. Alors, cette année, déjà, l'NPC, avec l'appui du gouvernement et des partenaires, donc particulièrement le programme des Nations Unies pour le développement, a accompagné les communautés régionales à disposer de leur plan régional de contingence. Dans les 5 régions économiques du pays, ce travail a été fait. Nous avons le plan ORSEC, plan d'organisation de secours, qui, lui, c'est chaque 2 ans qu'il est actualisé et planifie l'opérationnel en cas de ou à l'imminence de la manifestation d'un aléa. Nous avons le plan stratégique de communication aussi, qui est, je vais dire, en cours de montage. Et tous ces plans accompagnent ou appuient l'Agence nationale de protection civile, bien sûr en collaboration avec les acteurs ou parties prenantes de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, tant au niveau national, au niveau régional et au niveau local. Je rappelle que nous sommes avec Nelson Akintola Akibore. Il est directeur de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires à la direction de l'Agence nationale de protection civile. Notre entretien tire vers sa fin. Alors, qu'est-ce qui sera fait dès lors que les 2 documents ont été adoptés? Quelle est donc la prochaine étape? La prochaine étape, et comme je l'ai dit tout au début, le gouvernement ne reste pas les bras croisés et est dans une dynamique d'accroître la résilience des communautés vulnérables. Et donc, la prochaine étape, c'est la mise en œuvre de ces 2 instruments. Qui parle de mise en œuvre fait appel à la disponibilité de la ressource. Et donc, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile est en train de planifier, d'organiser une table ronde des partenaires autour de ces instruments de planification de gestion des risques de catastrophe, afin de leur présenter un peu la situation, mais aussi en même temps lancer des appels à la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre des actions qui sont identifiées dans ces documents, dans ces instruments. Merci, monsieur le directeur. C'est moi qui vous remercie. Deuxième invité, les médecins cardiologues seront à leur congrès national mercredi et jeudi prochain à Lomé. C'est le tout premier congrès. Et pour cette cause, Odette Pira a recueilli les explications du médecin cardiologue Deo Anifrani au sujet du contenu du congrès et ses perspectives. Monsieur Deo Anifrani, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes cardiologue, responsable de la commission de la communication du congrès national qui démarre bientôt. Alors, dites-nous, pourquoi ce congrès national? Merci, madame. Merci à la Radio Lomé pour l'intérêt que vous portez à notre congrès. La Société de cardiologie du Togo, SOCART, a déjà organisé 2 congrès internationaux. Alors, le présent congrès est national parce que, justement, ce congrès nous permet de regrouper des participants nationaux avec des conférenciers nationaux. L'objectif étant de permettre à nos médecins généralistes
de profiter des formations pratiques. Il s'agit donc de renforcer les capacités de nos confrères, médecins généralistes, surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays. Le congrès va démarrer le 5 avril prochain. Alors, dites-nous, quel est le programme de cette rencontre de 2 jours? Justement, le congrès va couvrir 2 jours, le 5 mardi et le mercredi 6 avril 2022. Donc, nous avions dit tantôt que nous voulons renforcer les capacités de nos confrères qui sont à l'intérieur, les confrères généralistes, surtout là où nous n'avons pas encore nos spécialistes cardiologues dans les zones. Donc, la mise à jour se fera sous forme de conduite à tenir devant, par exemple, les douleurs de la poitrine. Donc, lorsque le médecin généraliste se trouve devant un patient qui se plaint de douleurs de la poitrine, typique, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle conduite à tenir devant ces douleurs-là avant de l'orienter vers les centres hospitaliers ou vers le cardiologue spécialiste. Les conduites à tenir aussi devant les difficultés respiratoires, les œdèmes, question d'actualité, la prise en charge de l'hypertension artérielle et le diabète. Déjà à leur niveau, beaucoup de choses peuvent être faites. Comment reconnaître certaines urgences électrocardiographiques, donc électriques? Bien entendu que nous sommes dans un contexte de Covid, nous allons rappeler certaines implications sur le système cardiovasculaire de cette pathologie. Voilà en quelque sorte le programme que nous allons dérouler sur les 2 jours. Parlons justement de la Covid-19. Cette première rencontre nationale a pour thème la cardiologie togolaise à la pointe des progrès malgré la pandémie de la Covid-19. Alors dites-nous pourquoi le choix de ce thème? Le choix de ce thème est très important. Si vous voulez, la cardiologie interventionnelle et la rythmologie sont des nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Et justement, cette nouvelle approche est une réalité au Togo. Donc, étant une nouvelle réalité au Togo, la SOCART a donc le plaisir de communiquer sur ces nouvelles opportunités d'exploration et de traitement des maladies cardiovasculaires. Devant ces prouesses de la cardiologie au Togo, dites-nous quel est l'intérêt pour la population togolaise? L'intérêt est vraiment majeur, parce que nous venons tantôt de dire que ces nouvelles approches de prise en charge et les perspectives sont très bonnes, car ces nouvelles méthodes diagnostiques et thérapeutiques améliorent donc la prise en charge de nos patients, ce qui implique forcément une meilleure qualité de vie et une diminution de taux de mortalité. Je rappelle que vous êtes Monsieur Deo Anifrani, responsable de la commission de la communication du Congrès. Alors, notre entretien tire vers sa fin. Est-ce que vous avez autre chose à aborder qu'on n'a pas pu échanger tout au long de l'entretien? Nous remercions la Radio Lomé pour cette opportunité et nous disons que beaucoup de thèmes seront développés lors de ce congrès national. Par exemple, les atteintes cardiovasculaires au cours de la Covid, l'insuffisance cardiaque et la Covid, voilà, donc les stratégies vaccinales, etc. Donc c'est un congrès vraiment qui sera très très intéressant et nous invitons la population à être à l'écoute des informations qui seront apportées les 5 et 6. Monsieur Deo Anifrani, merci. Merci madame. Écho du Palais, la nommée Isidore Mabel est accusée de trafic international de drogue à haut risque. Elle a été condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Les faits remontent au 27 novembre 2007, date à laquelle la nommée Isidore Mabel, de nationalité nigériane, était arrivée à Lomé en provenance du Nigeria pour se rendre en Italie via un vol Air France. Célibataire sans enfant et âgée de 27 ans au moment des faits, elle a été interpellée à l'aéroport international Gnassingbé Adéman aux environs de 19h par les agents de l'Agence nationale de renseignement en possession de 5 kg 450 de cocaïne dissimulée sous ses vêtements. Les investigations effectuées ont révélé qu'elle travaille dans une boutique prêt-à-porter en Italie et y demeure. Le 24 octobre 2007, elle avait quitté l'Italie sur instruction du nommé Tochukwu, qui y réside aussi, en vue de récupérer la cocaïne auprès du nommé Oza Ujeli, demeurant à Lagos au Nigeria, et de la transporter en Italie. Aussi bien en enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur, l'inculpée a reconnu les faits de trafic de cocaïne qui lui sont reprochés. Elle a même avoué qu'elle s'est lancée dans cette aventure en quête d'argent puisqu'elle est payée à raison de 5 000 € par kilogramme.
L'accusé a aussi expliqué son forfait par le caractère dérisoire de son salaire en Italie, qui est d'environ 1 200 €, alors que le loyer seul lui coûtait 400 €. Par ailleurs, l'examen médical psychologique auquel elle a été soumise a révélé qu'elle ne présente pas de troubles de comportement et jouit de toutes ses facultés de discernement. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Lomé a donc renvoyé la prévenue devant la cour d'assises de Lomé pour y être jugée. Reconnue coupable de trafic international de drogue à haut risque, lors de l'audience du 15 décembre 2011, Dame Isibor a écopé de 8 ans de réclusion. Ses 2 co-auteurs, toujours en fuite, écopent également de la même peine. Les sports et c'est du football. Le Sénégal sera face aux Pays-Bas. C'est l'affiche donc du match d'ouverture de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce sera le 21 novembre prochain. Plusieurs réactions ont été enregistrées suite au tirage au sort vendredi effectué pour cette Coupe du Monde. Kilim Poyodi revient sur les attentes africaines. Pour Vaïd Ali Lodik, sélectionneur des Lions de l'Atlas du Maroc, c'est un tirage très difficile avec le vice-champion du monde, la Belgique, 3e, et la meilleure équipe d'Amérique du Nord. Il ajoute, de toute façon, il n'y a pas de petite équipe. Fin de citation. Pour Wabi Kazri, attaquant tunisien, c'est un rêve d'affronter la France. On est capable d'affronter les plus belles équipes du monde et n'étant pas favori, on jouera notre chance à fond. Si on estime que le Sénégal a évité le pire, la presse sénégalaise, quant à elle, reconnaît qu'il n'est pas facile de jouer le pays organisateur. L'Allemagne, logée dans le même groupe que l'Espagne, est attendue au carrefour, bien que des observateurs les plus avérés qualifient ce pays de géant malade. Les matchs les plus attendus de ce mondial qatari sont entre autres Croatie-Belgique, une finale avant la lettre, Cameroun-Brésil, 2 géants du football planétaire. Même si le Brésil a été plusieurs fois champion du monde, les Lions indomptables ont des potentialités à faire valoir. Espagne-Allemagne et bien sûr Qatar-Sénégal. 20 ans après sa première participation, le Sénégal ouvrira le grand bal comme en 2002 au Japon face à la France, soldé par une victoire retentissante 1-0 pour le Sénégal. Le Ghana, quant à lui, retrouvera comme en 2010 en Afrique du Sud l'Uruguay, son bourreau qui l'a barré la voie pour une première demi-finale d'un pays africain. Tout à fait, le Ghana a raté de près les demi-finales de la Coupe du Monde 2010. C'était en Afrique du Sud et nos voisins de l'Ouest avaient été écartés par l'Uruguay. Le tirage au sort hier vendredi met encore le Ghana et l'Uruguay dans le même groupe. Est-il l'occasion de revanche? La question a été posée à Sandé Ibrahim, il est ghanéen et ancien ballon d'or africain. Football, c'est football. Tout est possible. Je souhaiterais qu'on gagne, on se qualifie pour la prochaine groupe et puis aller loin dans cette Coupe du Monde. Bon, tout va se jouer. Nous avons des jeunes équipes qui aussi ont bien joué contre le Nigeria. Ils ont se qualifié. On a besoin de faire un bon tournoi en Coupe du Monde. Donc, tout va dépendre sur notre préparation. Si on se prépare bien, je crois qu'on peut aller un peu loin. C'est le temps de la revue de presse. Grogne dans le secteur social, retour du bras de fer entre le syndicat des enseignants du Togo et le gouvernement d'un côté et de l'autre, cri d'alarme de la population après la hausse des prix des produits pétroliers. Voilà les principaux sujets à la une des parutions cette semaine. Léontine Atogiba. L'augmentation des prix des produits pétroliers enfonce le clou, la vie chère persiste, déplore la lanterne. Quelles mesures pour éviter l'inflation, s'interroge le libéral. La lanterne revient et indique que le gouvernement réfléchit déjà à des mesures. L'apparition dévoile le plan du gouvernement qui consiste à débourser 40 milliards de francs CFA pour subventionner les prix du carburant en 2022. Abondant dans le même sens, l'Union pour la patrie énonce une subvention de 3,2 milliards de francs CFA par mois de l'État. Selon le biais hebdomadaire, c'est la mort dans l'âme que le gouvernement fut obligé de soumettre les Togolais à la dure réalité de la conjoncture internationale. Et cette conjoncture s'explique par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine qui vient porter un coup dur à l'économie internationale, poursuit le journal.
Les regards sont désormais tournés vers le gouvernement qui a annoncé des mesures d'amortissement qui seront communiquées incessamment. Ces mesures prendront en compte tous les secteurs, révèle la lanterne. C'est dans cette situation de cherté de la vie et du hausse des prix des produits pétroliers que plus d'une centaine d'enseignants apprirent leur exclusion de l'éducation. 137 enseignants grévistes frappés par les missiles de Kokoroko, titre Le Changement. Les enseignants exclus du corps des fonctionnaires de l'enseignement sont mis à la disposition de l'administration générale, précise Togo Réveil, qui rajoute que le gouvernement reproche à ses enseignants d'avoir continué à faire montre d'une attitude de défiance envers l'autorité de l'État. Malgré ces sanctions, le syndicat des enseignants du Togo 7 a annoncé de nouvelles grèves les 29, 30 et 31 mars dernier, note le Perroquet. Ce bras de fer entre le 7 et le gouvernement intervient au lendemain d'un mémorandum d'entente signé par le gouvernement et les acteurs du secteur de l'éducation. Document en 6 points contenant l'annonce d'une gratification exceptionnelle d'un montant de 5 milliards de francs CFA alloués aux enseignants sur une période de 5 ans, conclut le journal. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. C'est donc fini pour aujourd'hui. Nous rappelons les titres qui ont composé ce pluriel de ce samedi. Il quitte l'Afrique et le Togo. Le groupe Bolloré Africa Logistique cède ses affaires au groupe italo-suisse MSC. Le coût de l'opération est d'environ 3 734 millions de francs CFA. Des tablements et bâtiments scolaires remis hier aux populations à Brinvier et Toumalé dans le Sillon. Il s'agit de mieux équiper cette école. Revoir la durée de la transition selon l'évolution de la situation sécuritaire du pays et lutter contre le terrorisme. C'est la promesse du chef de l'État burkinabé et c'était hier face à son peuple. Invité du journal, Nelson Akinsola Akibore, directeur de la prévision à l'Agence nationale de protection civile. Il a détaillé le contenu de la stratégie de réduction des risques de catastrophe, deux documents validés cette semaine. Le deuxième invité était Deo Anifrani, médecin cardiologue. L'entretien a porté sur le premier congrès de cette catégorie professionnelle. Les sports, le Sénégal face aux Pays-Bas pour le match d'ouverture du mondial Qatar 2022. Des réactions, vous les avez suivies et c'était suite au tirage au sort des équipes surtout africaines pour la Coupe du Monde. Écho du Palais et la revue de presse ont complété cette édition.